Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur le fonds Edmond de Rothschild de Signature Financial Bonds. Et ce point, nous le faisons tout de suite avec son gérant Julien de Saussure. Julien, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. En deux mots, rappelez-moi un petit peu l'essentiel sur ce fonds. Alors, c'est un fonds de dette obligataire émise par des institutions financières, banques et assurances, qui regarde essentiellement les dettes, ce qu'on appelle des dettes subordonnées. C'est un fonds essentiellement européen, mais qui ne s'interdit pas de la diversification géographique sur d'autres juridictions. C'est un fonds gros qui fait 850 millions d'euros d'actifs sous gestion actuels, ce qui en fait un des principaux intervenants sur ce segment. Et c'est un fonds qui a une thématique particulière qui essaye de tirer profit de la transition réglementaire qu'on observe depuis Solvabilité 1 à Solvabilité 2 pour les assurances, depuis BAL 2 vers BAL 3 pour les banques. Est-ce qu'aujourd'hui, en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est le principal driver, ça? C'est effectivement la transition entre BAL 2 et BAL 3. Cette transition réglementaire, pour nous, elle crée énormément d'opportunités. C'est-à-dire, expliquez-moi, parce que je comprends pas. Le premier point, c'est que la leçon qu'on a tirée de la crise, c'est que les émetteurs devaient renforcer leur solvabilité. La conséquence de ça, c'est que les exigences en termes de capitalisation des émetteurs banques ou assurances ont été grandement renforcées. Et donc moi, en tant que créancier, même subordonné, j'ai un coussin de protection en capital, donc d'action, qui est au moins 3 fois supérieur à ce qu'il était avant la crise, qui est, toute chose égale par ailleurs, une très bonne chose. Donc un peu plus de rendement, ça c'est bien. C'est tout? Non, le deuxième point, c'est aussi qu'il y a une dynamique technique très particulière qui se crée sur la classe d'actifs, qui est que le cahier des charges qui rendait des titres éligibles en tant que capital a été modifié, a été durci, et ça a comme conséquence que tout un tas de titres qui avaient été émis pour optimiser Solvabilité 1 ou BAL 2 ne seront plus éligibles. La conséquence de ça, c'est qu'il faut que les émetteurs recyclent ces titres, ce qui dans l'essentiel des cas est très bénéfique pour nous en tant que porteurs. Ça veut dire quoi? Plus de liquidité? Ça veut dire que, sans rentrer dans des termes techniques, la plupart de ces titres ont des options de rappel au gré de l'émetteur. Et normalement, les émetteurs exerceront ces options de rappel puisque ces titres perdent leur statut. Donc c'est bon pour vous, ça? Donc c'est bon plus pour de nous. papier, plus d'opportunités. Ça crée également des opportunités puisqu'il y a une nouvelle génération qui va émerger, des choses complexes à analyser et de la prime à capturer. Très bien. Aujourd'hui, des taux bas, c'est quand même un problème pour vous, non? Qui dit taux bas dit recherche de rendement pour tout le monde et donc des poches de rendement comme la dette subordonnée financière sont extrêmement recherchées par les investisseurs. Ça a également comme côté bénéfique pour les émetteurs qui est que des banques, c'est globalement un modèle d'affaires leveragé sur l'économie réelle et sur les actifs financiers. Et donc tout ce qui augmente le prix des actifs financiers est globalement bénéfique pour les banques ou les compagnies d'assurance. Maintenant, à moyen terme, c'est évident que le défi des taux bas, c'est un énorme challenge pour les émetteurs financiers. Et c'est passionnant pour nous en tant qu'analyste crédit parce que ça veut dire qu'on devra sélectionner uniquement les émetteurs qui sont à même de transformer leur business model depuis un business de marge vers un business plutôt de commission. Alors, on a compris l'intérêt de ce fonds, mais par rapport à un fonds d'obligations émergentes, par exemple? Effectivement, les spécificités qu'on essaye de mettre en avant sur ce fonds, c'est d'un côté, d'une part, c'est une brique pure sur de la dette financière, donc un seul secteur. C'est un secteur par ailleurs qui est extrêmement bien diversifié et sur lequel, après le processus de la revue des qualités d'actifs l'année dernière, on a une extrême visibilité sur les différentes expositions. Quand même des boîtes plus connues que les… Il y a le deuxième point, effectivement, c'est ça, c'est qu'on a un portefeuille qui est relativement concentré. Les 15 plus gros émetteurs du portefeuille représentent quasiment 50% du portefeuille et ce sont les 15 grosses banques ou compagnies d'assurance auxquelles vous pouvez penser. C'est effectivement également un peu plus liquide à notre sens. Très honnêtement, les taux bas, même si on l'a bien compris, votre fonds a un réel intérêt, c'est pas trop tard là? Je pense que le premier point, c'est que les taux vont rester bas pour relativement longtemps. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va agressivement allonger la duration du fonds. Ce qu'on essaye d'offrir, c'est réellement de la rémunération du risque de subordination de ces instruments. Il reste pour nous énormément de chemin à faire. On a communiqué un potentiel pour la classe d'actifs de 6% au début de l'année. On est quasiment à 3% assez rapidement. Le rendement actuariel du fonds est autour de 4%. Alors c'est évident que les perspectives de gain en capital sont peut-être plus modestes que ce qu'elles ont été dans les autres années, mais il y a encore du coupon très intéressant, à un niveau très intéressant à capturer. En vous écoutant, j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de potentiel. En tout cas, on vous le souhaite. Merci. Julien, merci beaucoup. Merci.